dénonciez évidemment la situation et l'extrême droite en France. Fatou, c'est un livre incroyable qui s'appelle Aucune nuit ne sera noire. Ce roman, c'est comme une promesse que vous avez faite à votre grand-père. Vous dites un jour, de là où il va lire ce livre. Oui, parce que je lui racontais tous mes livres. Mais celui-là, c'était une promesse. Il était sûr que j'allais écrire des livres. Il me voyait faire mes petits textes. Et il me disait, un jour, tu vas en écrire plein. Et je lui disais, si jamais j'en écris vraiment, eh ben, j'écrirai aussi sur toi. Et il riait. Il me dit, mais ça sert à rien. Pourquoi sur moi? Et je dis, parce que si quelqu'un me connaît, ben, j'aimerais bien qu'il connaisse aussi qui m'a élevé et le grand-père formidable que tu es. Oui. Et il me disait, mais je l'ai fait comme mon devoir. C'est incroyable parce que il était votre capitaine et vous étiez le petit matelot à bord de ces barques de pêcheurs au Ciné Saloum, au Sénégal. Enfant, Fatou. Oui, au Ciné Saloum, on allait en campagne de pêche à Sangomar. Donc, Sangomar est juste en face de l'île de Niodior. Donc, on allait là-bas pour des campagnes de pêche avec ma grand-mère aussi. Et il arrivait parfois que l'instituteur nous demande de raconter nos vacances d'été. Moi, quand j'étais plus jeune, je partais sur cette île pour des campagnes de pêche. Donc, je racontais mes campagnes de pêche. Et je me souviens des jeunes de Niodior de mon âge parfois qui me disaient Miss Sangomar, parce que j'étais la demoiselle qui passait l'été à Sangomar avec les grands-parents. Oui. Et ce grand-père-là, il va vous donner une philosophie de la vie face au combat, face aux luttes, de vous dire, toi, tu es ma petite fille, tu seras forte, tu seras libre. Oui, il faut dire que je suis née dans un contexte où les parents sont indexés parce que mes parents étaient très jeunes. Ils m'ont eu alors qu'ils n'étaient pas mariés. Donc, ce qui, pour les conservateurs ou les trop religieux, n'est-ce pas, ce n'était que jugement et critique. Et mon grand-père, s'il n'avait pas redressé la tête, ma vie, comme la vie de ma mère d'ailleurs, aurait pu être vraiment très difficile si nous n'avions pas eu cet homme-là pour nous protéger et veiller sur nous. Donc, ils m'ont élevé. Mes vrais parents dans ma vie, mes éducateurs vraiment, ce sont mes grands-parents maternels. Donc, mon grand-père était vraiment mon tuteur légal. J'ai encore le papier chez moi. Il est tuteur, mais de manière officielle, juridique. Il avait toute responsabilité donc me concernant. Et je pense que je n'aurais pas pu avoir un meilleur éducateur, un meilleur protecteur que lui. Oui, ce qui est magnifique, c'est aucune nuit ne sera noire. Oui. C'est ça la promesse au fond. Oui, parce que mon grand-père, je dis toujours que c'était un humaniste et combattait le pire ennemi de l'être humain, c'est-à-dire le désespoir. Donc moi, dans ma jeunesse, il m'arrivait parfois de ne plus y croire parce que la vie pouvait être très difficile. Quand on ne grandit pas avec ses parents et qu'on est dans un environnement hostile qui juge votre naissance, eh bien, ce n'est pas l'endroit idéal pour grandir. Et mon grand-père était là et je dis que c'était l'étoile dans mon ciel d'enfance. Et son épouse était là, ma grand-mère. Et donc, entre les deux, j'étais au meilleur endroit possible pour grandir parce qu'ils ne m'ont jamais parlé comme une gamine qui ne comprenait pas. Ils me racontaient la vie avec ses difficultés et pour toujours m'encourager, me donner la force d'y aller. Alors, vous dites, Fatou, double nationalité, double patrie, double adresse, double appartenance, double fidélité, mais aussi cette infranchissable double distance à laquelle me renvoie le regard comme le langage des autres. Je suis elle, étrangère ailleurs, je suis elle, l'africaine, elle là-bas, elle ici. Oui. Ça, c'est très fort. Même quand je ne suis qu'à 2 mètres, on parle de moi en disant elle. Oui, parce que je suis en quelque sorte l'étrangère, où que je sois d'ailleurs, là-bas comme ici. C'est le regard des autres qui me le dit. Mais moi, je me considère comme appartenant à ces deux terres-là. Donc, je ne me sens pas étrangère. C'est le regard des autres qui me renvoie à l'ailleurs. Donc, pour les Français, je suis Fatou l'Africaine. Pour les Sénégalais, quand je suis à Niodior, c'est la Française. D'ailleurs, quand j'arrive, on vient me voir. Après les salutations, on me dit, tu rentres quand? Alors que je suis censée être chez moi. Donc, je suis en quelque sorte la Fatou Toubab, Fatoubab. C'est ça. Et libre. Parce que ce mot est important, Fatou. Oui, le Fatoubab, qu'est-ce qu'une Toubab? Qu'est-ce qu'une Sénégalaise? C'est juste un être humain. Donc je dis, c'est sorti de la même pâtisserie du Seigneur. Hein. Donc Fatou chocolat ou Toubab blanche, c'est vraiment chocolat noir, chocolat blanc, tous sortis du même four du Seigneur, n'est-ce pas? Celui qui nous a créés, nous a donné ces couleurs différentes. Pour moi, ce n'est qu'un hasard génétique, ça ne veut rien dire d'autre. Où que je sois, je partage cette culture-là. Je suis parmi les miens, les humains. Et tout ce qui les concerne me concerne.
Et mon histoire, je trouve aussi des gens qui la partagent en Europe. Ici, dans les années 60, il y a aussi les filles mères, comme on disait. Leurs enfants ont traversé les mêmes situations hostiles comme moi, j'ai connu quand j'étais en Afrique. Parce que les sectaires, où qu'ils soient, ils ont la même mentalité étroite. Donc, les racistes d'Europe ont leur pendant africain. Et les gens qui isolent, qui marginalisent, on les trouve sous tous les cieux. Alors du côté du Sénégal, vous dites, quand j'ai débarqué ici, la République sénégalaise cheminait vers la fin de sa première décennie d'indépendance dans les méandres de la tradition matrilinéaire sérère qui honorait ses filles au point d'en faire des reines. Et même au-dessus, tel un cyclone, il ravageait les siècles de culture, cédant sur son passage leur nouvelle religion en rouleau compresseur, les métamorphoser, écraser le culte ancestral et la structure familiale d'antan sans ménagement. Et comme s'il leur fallait sacrifier une partie de la population, leur nouvelle fois, ils mirent les femmes sous tutelle et jetèrent leurs droits au rebut. Oui. Ça, c'est un cri du cœur que vous lancez. Oui, parce que nous, notre histoire, nous sommes des Tchédos. Donc, il faut savoir que le Sérère, l'ethnie Sérère, le mot Sérère désigne à la fois la culture, l'ethnie, la langue, mais aussi notre religion d'origine. Donc, les Sérères sont des Tchédos. Nous croyons à la force de la nature. Nous avons nos ancêtres qui intercèdent, ce sont nos pangols, qui intercèdent pour nous. Et donc, c'est pas que les Sérères sont monothéistes. Mais on considère que Dieu est tellement grand qu'on ne s'adresse pas à lui directement. Donc, nos ancêtres sont censés intercéder pour nous, comme le fait exactement mon grand-père à l'heure actuelle, n'est-ce pas? Nous, on croyait à ça. Donc les Sérères font surtout du syncrétisme. Donc même quand ils sont chrétiens ou musulmans, ils continuent à appeler Dieu Rog. Donc Rog, Sen, ça veut dire Rog nulle part puisqu'il est partout. Donc on ne peut pas l'assigner à résidence. Mais aussi Rog, Seng, avec G à la fin, Seng. Donc ça veut dire Dieu l'unique, l'indivisible. Donc c'est le même pour tout le monde. Nous, on est internationalistes, universalistes. Le Seigneur, c'est le même pour tout le monde. Donc la religion sérère d'origine, elle est tolérante. Nous sommes des Tchédos. On respecte la dignité humaine. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là les que conversions, vous dénoncez? Les métamorphosés. Vous savez, quand quelqu'un change de religion, qu'il a oublié ses origines et qu'il ne maîtrise pas sa nouvelle religion, eh bien, le danger, il est là. Donc, vous savez, toutes les religions enseignent l'amour et la paix. Quand on maîtrise bien l'islam, on vit bien cette religion. Quand on maîtrise bien le christianisme, on vit bien cette religion. Oui. Le pire, ce sont ceux qui vivent de suppositions et qui font dire à la religion ce qu'elle ne dit même pas. Alors mon grand-père me demandait d'étudier. Et j'ai étudié aussi le Coran. Et donc, Ikra. Donc, Ikra, lis le nom de ton Seigneur qui a appris à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et donc, quand on connaît cette sourate-là, eh bien, on va à la quête du savoir. Oui, ce qui n'est pas le cas, vous dites dernier des derniers, les hypocrites qui jugeaient, condamnaient, ségréguaient, se servaient de leur nouvelle religion pour usurper une position sociale sans pouvoir se défaire de leur nature rustre qui les distinguait des autres. Vous pouvez imaginer les conséquences sur mon enfance de ce statut que m'avaient collé les métamorphosés. Mais ne me plaignez pas, réjouissez-vous plutôt pour moi de cette situation me vienne une colonne vertébrale de gladiateurs. Oui, parce qu'en fait, si vous ne voulez pas vous battre, même à l'école, il m'arrivait d'entendre les enfants me faire des réflexions que leurs parents faisaient à la maison, me concernant, et concernant ma mère biologique. Donc, évidemment, même quand on veut la paix, on est obligé de réagir quand on vous attaque. Donc, j'ai dû apprendre à me défendre. Au début, je rentrais parfois en pleurs et mon grand-père me disait « Ouais, un tel. » Mais oui, mais qu'est-ce que tu as fait pour te défendre ? Eh bien oui, mais je ne voulais pas me battre. Et il me dit, mais à part les bêtes sauvages, personne n'aime se battre. Mais quand on t'y accule, eh bien tu te défends parce que sinon tu ne fais que reporter ton calvaire. Donc j'ai dû apprendre à me battre et je lui demandais toujours, mais pourquoi les gens ils vont toujours se battre avant de faire ami-ami ? C'est pourquoi on arrivait à ce comportement de crocodile avant de fraterniser. Oui. Et mon grand-père me disait, il y a toujours des gens qui aiment avoir des boucs émissaires. Donc on va t'indexer et tu vas te défendre et tu vas te faire respecter. Oui. Donc les gens te traiteront comme tu te traites. Si tu te respectes, ils finiront par te respecter. Et vous dites, apprends le Coran. Oui. Cette culture-là sera ta meilleure défense face aux ignorants pour te défendre. Oui, le savoir sera ta meilleure défense quand je ne serai plus là pour te protéger. Mon grand-père me disait ça. Et il avait parfaitement raison parce que maintenant, quand quelqu'un vient en me disant, en parlant de ma naissance par exemple, mais ça m'est égal. Je n'ai jamais baissé la tête à cause de ma naissance. Jamais.
Mon grand-père me disait toujours une gueuloire, même bâtarde reste une gueuloire. Je suis une gueuloire, donc je garde la tête haute. Et c'est pas seulement ce qui m'a gardé la tête haute, c'est que mon grand-père me disait, tout être humain qui respire sur cette terre est légitime. Nous n'avons pas à juger, puisque ce ne sont pas les humains qui décident de la naissance d'un être humain, d'un enfant. Donc la personne qui juge doit savoir que ce qui légitime son souffle, légitime aussi le souffle des autres. Et nous, dans notre tradition, toutes les naissances étaient célébrées comme une grâce divine. Et mon grand-père m'a élevé dans cet état d'esprit. Ouais. Ma grand-mère aussi. Mais quelle combattante, parce que on a l'habitude de vous entendre, Fatou Diop, mais vous êtes, je le disais, une voix qui porte haut et fort. Et vous avez dans ce livre magnifique, il y a beaucoup de pages très émouvantes, évidemment, cet être qui n'est plus là, mais qui est si présent au fond. C'est presque universel ce livre, parce qu'au fond, on a tous comme ça des anciens, des disparus qui veillent sur nous. Vous dites, non, je ne me tairai pas, je ne céderai rien. Les morveux, ce n'est pas nous, mais les mutants qui ne savent plus qui sont leurs ancêtres. Alors, ma rame, ma plume, ma lance amazone, dégainée aux trousses des misérables malfrats qui terrorisent des enfants innocents et leurs mères, ne me retenez pas. Oui, quand je me lance à leur trousse, soutenez-moi, on va au combat. Oui. Parce que moi, mon problème, j'ose espérer vraiment que mon problème, il est réglé. N'est-ce pas? J'ai grandi, j'ai survécu, je travaille, je gagne ma vie. Donc, pour moi, c'est réglé. Mais les enfants, les tout petits d'aujourd'hui, les femmes qui pleurent à l'heure actuelle en cachette, parce que leur seul péché, c'est d'avoir aimé quelqu'un. C'est quand même incroyable que l'amour soit un péché. Donc quand on a aimé et qu'on est puni uniquement pour avoir aimé, moi je voudrais simplement dire que les hypocrites qui jugent, ce sont ceux qui se cachent mieux pour faire pire encore. Les gens qui jugent sont toujours les pires. Ils n'ont même pas la générosité et l'esprit ouvert pour comprendre d'autres humains, leurs semblables. Oui. Et donc, moi, je voudrais qu'on pense aux femmes qui souffrent. En fait, on critique toujours les femmes. Quand une jeune fille tombe enceinte, on l'insulte, on la marginalise. Mais elle ne tombe pas enceinte en buvant l'eau de pluie. Donc, pourquoi c'est toujours la femme qui est criminalisée, qui est culpabilisée, et pas l'homme qui l'a mise enceinte? Donc, à un moment donné, ils sont deux pour faire un enfant. Et il faut qu'ils soient deux pour élever ses enfants. Mais il y a toujours des hommes lâches qui abandonnent la dame, qui vont faire leur vie ailleurs, et après l'enfant grandit. S'il meurt entre-temps, on oublie, et puis s'il s'en sort, on vient un jour le regarder comme une sécurité sociale. Il doit être utile une fois qu'il s'en est sorti. Cette hypocrisie-là, je voudrais la dénoncer partout en Afrique. Oui. Donc voilà, les enfants ont besoin d'amour, de protection pour grandir et de sérénité. Et pour une enfant née hors mariage comme moi qui survit, combien en meurt? Si je n'avais pas mes grands-parents, comment j'aurais vécu? C'est la question que je pose par ce livre aussi. Et je voudrais que les autres enfants qui connaissent mon parcours soient protégés pendant qu'il est temps. Oui, le message de votre grand-père, c'est incroyable. Hein, vous l'appelez Mama Komama. Mama Kormama. C'est là. Mon âge Gabriel, l'homme de ma vie, le capitaine de mes capitaines, c'est mon héros. Et on dit Mama pour le grand-père ou la grand-mère? Mama. C'est un mot neutre pour à la fois le grand-père et la grand-mère. Et d'ailleurs, eux-mêmes peuvent m'appeler maman. Et le sérère est une langue très généreuse. Vous savez, pour l'être humain, on n'a pas de masculin ou de féminin, c'est okin. C'est neutre. Donc, le sérère, pour désigner l'être humain, neutralise son genre. Oui. Ce que je trouve très sage. Et mes grands-parents m'appelaient maman, Ombat, Fatou Binta, mais souvent Mama Saliou. Donc, mon grand-père adorait Saliou Ndoukou-Sarr. Oui. Il m'appelait maman ou bien à Upalemi, en sérère à Upalemi, cela veut dire mon petit matelot. Oui, le petit matelot. J'ai la chance de l'avoir en face de moi, ce petit matelot. Et votre grand-père, parce que vous le citez, il est très présent dans ce livre. Et au fond, peut-être qu'il nous écoute là où il est. Il vous disait, contre l'injustice, s'émouvoir ne suffit pas. Où que tu sois, il faut agir à ton modeste niveau. Oui. Et il disait, il faut lutter. Oui. S'émouvoir ne suffit pas. Oui. C'est ce que vous avez retenu aussi. Ah oui, oui, parce qu'en fait, moi, je dis toujours que j'écris par impuissance. N'est-ce pas? Je ne peux pas signer des décrets, je le répète tout le temps. Je ne décide pas des lois, je ne peux pas signer un décret. Je n'ai aucun pouvoir. Mais au moins, je peux écrire, partager mes rêves et mes révoltes. Voilà, je peux dire ce que j'observe, je peux dire ce que je déplore et je peux proposer des pistes. Il y a des gens qui me font l'honneur de me lire, je les remercie. Et leur révolte ajoutée à la mienne, peut-être,
pour bouger un petit peu les choses. C'est ça mon espoir quand j'écris. Et parce que mon grand-père me disait toujours, les lâches disent toujours que je n'y peux rien. Et ça leur permet de rester tranquilles. Et alors, il me disait, contre l'injustice, ne l'accepte jamais. Mais contre l'injustice, s'émouvoir ne suffit pas. Ouais. Et la pauvre, ça n'a jamais changé ma vie. Hein. Ça ne m'a jamais épargné une rouste. Hein. La pauvre Fatou, là, ça n'a jamais rempli ma gamelle. Donc, s'émouvoir ne suffit pas. Et mon grand-père me disait toujours, où que tu sois, agis à ton modeste niveau. Agis contre l'injustice. Quand ça atteint quelqu'un, tu penses que ce n'est pas ton cas, eh bien, un jour, ça viendra pour toi. Et si toi, tu t'en es sorti, pense aux autres qui ont les mêmes problèmes que toi et qui n'ont peut-être pas trouvé la solution. Donc, s'émouvoir ne suffit pas. D'ailleurs, c'est super hypocrite. On achète sa conscience très facilement. Oui, on est touché. Mais quand on est touché, on fait quoi? On réagit. Ouais. Donc voilà, Ouais. c'est ça qu'il m'a appris mon grand-père parce que lui, il agissait concrètement pour que ma vie soit différente de ce que le contexte proposait. Mais on vous a vu agir concrètement dans des émissions de télé, évidemment en plus des essais, je citais tout à l'heure Marianne porte plainte, où vous avez, et là dans ce livre vous avez des mots, je vous cite encore, c'est dans ce livre, non les xénophobes d'Europe, ces loups ne m'apprennent strictement rien, leur maladie je la connais bien, elle nargue les frontières, Oui. mais je suis vacciné, très bien vacciné de longue date, déjà sous les cocotiers de Nio Dior, j'y faisais face, bande de lycanthropes, d'où que vous soyez, quelle que soit votre couleur, dites à tous ceux qui se voient pousser un pelage similaire au vôtre que j'ai un remède pour votre type de cancer. Oui. Et ce remède-là, les anciens l'appelaient l'humanisme. Oui, l'humanisme. Donc les xénophobes d'Europe ne m'apprennent strictement rien du tout. Moi, j'étais dans un village, une île, dans un recoin de l'Atlantique. Et puis le simple fait que je m'appelle Diom, mon nom de famille, j'étais la seule et l'unique fille de ce village à m'appeler Diom. J'étais la seule et unique fille de l'école, de toute l'école primaire, à m'appeler Diom. Et donc évidemment, certains des loups et les petits des loups, les louveteaux, me disaient toujours que j'étais étrangère. Regardez ma tête, elle est aussi foncée que la leur. Et je récite l'arbre généalogique comme eux là-bas. Et pourtant, on me disait qu'avec mon nom de famille, que j'étais étrangère parce que mon père n'était pas de ce village-là. Alors, que voulez-vous qu'un extrémiste de droite en Europe me raconte qui puisse être étonnant pour moi? Rien du tout. Son esprit étriqué, avec ses tiroirs identitaires, je les connais. Il y a des gens qui pensent comme ça aussi chez moi. Mais ça ne m'a pas empêché de grandir parce que j'ai mon grand-père qui m'a appris à mettre ma rame en travers de leur bouche. Oui. Donc, il faut lutter contre cela. Qu'on soit en Afrique ou ici. Mais vous avez eu des mots contre Éric Zemmour, Marine Le Pen. Moi, je ne les nomme pas, c'est vous qui les nommez. Il y a des noms qui m'encombrent. Oui. Mais vous aviez dit dans une interview, il faudrait le remettre dans un bateau. Vous avez parlé d'Éric Zemmour. Il voulait renvoyer hors de France des gens qui sont venus. Les immigrés, dit-il. Mais lui aussi, il est venu d'ailleurs. La légitimité qui lui permet de rester est exactement la même qui me permet de rester. Donc, qui me vire commencera par lui. Et moi, je l'encourage à relire Matin Brun. Donc, il y a des auteurs qui écrivent des choses formidables. Matin Brun, ça reste une leçon qu'il me semble nécessaire d'actualiser aujourd'hui. Alors, l'éditeur de ce livre-là, s'il vous plaît, réimprimez. Oui. C'est nécessaire. Mais vous diriez, si vous aviez ces gens en face de vous, Fatou, vous accepteriez déjà de dialoguer avec eux? Mais bien sûr, je peux même les inviter à dîner. Il n'y a aucun souci. Ah, mais moi, je suis Vous pourriez inviter Éric Zemmour à dîner. Mais bien sûr, un bon café, pourquoi pas. Bientôt, il va faire froid. Donc, comme lui, il a quelque chose de trop froid à l'intérieur, je lui propose un chocolat chaud. Et je pense que c'est une période où on pourrait discuter. Moi, je n'ai rien contre eux, humainement parlant. Mais je n'ai rien, absolument rien contre eux. Je suis une lectrice de Montaigne et de Voltaire. Oui. Ce sont leurs idées qui m'insupportent. Vous pensez que vous pourriez les convaincre? Non, je ne cherche même pas à les convaincre qu'ils défendent leur point de vue et que je défende le mien. Mais moi, ce sont mes compatriotes. Je peux les inviter à dîner et puis pour cela, je choisirais même un excellent resto avec une nourriture de très bonne qualité parce que ça doit faire du bien à l'humeur, n'est-ce pas? Et donc, on mangerait bien, on se regarderait bien les yeux dans les yeux et on assumerait qui nous sommes et nous défendrions notre vision du peuple qui constitue la République de Marianne. Parce que j'en fais partie de ce peuple. Quand il fallait se battre et mourir pour la France, les miens étaient là. Alors quand il fallait mourir pour la France, ils étaient là.
Eh bien, quand il faut gagner un salaire en France, il faut qu'on tolère que leurs enfants puissent être là. Oui. Sinon, ce serait un manque de gratitude. Mais vous aimez la France, on le voit bien. Vous aimiez Marianne, vous adressez à Marianne, Fatou. Mais vous savez bien que cette France-là, aujourd'hui, il y a un fort pourcentage de gens qui sont prêts à voter pour Marine Le Pen. Et ils ne sont pas plus nombreux que nous. Oui. Et je le répète toujours. Et ça, comment vous réagissez quand vous voyez cette mais France-là? Je réagis très très bien. Parce qu'en fait, pour se battre, il faut être encore vivante. Et je suis vivante. Et donc, je me battrai tant qu'il faudra défendre la dignité humaine. Même si on me traite de bisounours, même si j'ai l'optimisme naïf comme une gamine, j'ai peut-être un syndrome de Peter Pan puisque je continue à croire à mes rêves. Eh oui, mais je me battrai toujours pour défendre l'idée que j'ai de la France. Mais vous savez, ce n'est pas difficile. Cette confiance-là me vient des Français eux-mêmes. Là, avant-hier, j'étais encore au salon du livre de Nancy. Mais il fallait voir les lecteurs et les lectrices qui étaient là pour me soutenir, pour m'encourager. L'amour de ces personnes-là, il me touche, il me tient, il me porte. Et ces gens-là ne comptent pas moins que les matelots de la marine marchande de haine. Voilà. Donc, elle, c'est qui? Marine. La marine marchande de haine. Il y a un bateau dans lequel je ne veux pas embarquer mes lecteurs et mes lectrices non plus. Mais les lecteurs et les lectrices qui me soutiennent sont aussi français que les étriqués là qui veulent diviser la France. Et donc, au nom de toutes les personnes qui me témoignent leur amour au quotidien, je tiens avec le sourire et j'ai toujours ma rame dégainée pour affronter les autres qui le méritent. Oui, ce qui est beau dans ce livre, c'est que vous citez beaucoup donc votre grand-père et je le cite donc à travers vos mots, Fatou. Mon petit matelot, il vous disait, sois poli, respecte toujours les gens, mais sache que des ânes vivent parmi nous. Redresse toujours la tête devant eux, affronte-les les yeux dans les yeux, même avec des cheveux blancs, la bêtise et l'indélicatesse ne méritent nul égard. Ne les subis jamais docilement, la vérité est la force ultime. Oui, c'est ça que mon grand-père disait. La vérité, c'est la force ultime. Ça vous coûte très cher. Mais même les gens qui vous combattent finissent par un jour se mettre d'accord avec vous. Et la vérité, elle est inaliénable, elle est indivisible, elle ne porte qu'un seul nom. Et puis, on ne peut pas la contredire tout le temps. À un moment donné, elle s'impose, mais elle a un prix. Donc, si vous dites la vérité trop tôt, ça vous coûtera cher. Donc, vous savez, Galilée disait les choses deviennent faciles à comprendre une fois découvertes, mais seulement il faut les découvrir. Lui, quand il a fait ses découvertes, ça lui a coûté très cher avant qu'on ne comprenne. Donc, et c'est toujours d'actualité. Chaque fois que l'on parle de quelque chose, on est 10 minutes en avance ou 10 ans en avance, c'est pareil, vous le payerez cher. Mais si c'est la vérité, il faut tenir parce qu'un jour ou l'autre, les gens comprendront ce que vous étiez en train de défendre. Et si c'est sincère, je dis même pas la vérité d'ailleurs me concernant en tant qu'auteur, je dirais plutôt ma sincérité. Alors, ma sincérité assume même mes erreurs, n'est-ce pas? Et donc, cette sincérité-là, si les gens vous la reconnaissent, à un moment donné, ils vont essayer de comprendre ce que vous dites. Vous n'avez peut-être pas le pouvoir, mais mon grand-père m'a toujours dit que les gens qui acceptent le mépris, eh bien, ils finissent par le mériter. Et c'est pareil pour l'injustice. Les gens qui acceptent l'injustice, ils finissent par la mériter. Et je ne veux pas qu'un être humain mérite un jour l'injustice. Donc, il faut la dénoncer. Ce livre est très beau, Fatou. Hein. Et je vous dis, oui, ramant, je chante, je danse et fanfaronne à juste titre car j'ai l'honneur d'avoir ma barque mise à l'eau par le meilleur des capitaines. Et vous citez plusieurs de ces capitaines. Exactement. Ah, vous citez Salou Ndoukou-Sa. Oui. Et vous citez évidemment votre grand-père. Et vous dites, où que je me crois perdu, je l'appelle et toujours il accourt. Oui. Et vous dis, dites, maman, larguez les amarres. Oui. C'est ça. Il y a toujours un sillage à tracer, toujours un sillage lumineux à suivre. C'est ce sillage-là de mon grand-père. Je l'ai vu vivre cet homme-là. Je ne l'admire pas seulement parce que c'est mon grand-père. Il me disait toujours qu'on a eu une rencontre humaine. Mon grand-père, il me disait, s'il part, il part en amitié avec moi. Pour moi, c'est un beau cadeau qu'il me faisait en disant ça. Et ma grand-mère ajoutait toujours, t'aurais pu être notre petite fille et ne pas être si proche. Parce que si tu ne nous écoutais pas, si tu n'avais pas de respect pour nous, nous n'aurions pas osé t'expliquer tout ce qu'on a pu partager avec toi. Et donc, je les remercie, j'ai cette gratitude. Et pas seulement la filiation, attention, mais en tant qu'être humain ayant eu l'honneur et la chance
de rencontrer ces belles personnes-là qui m'ont fait confiance et qui ont toujours parlé à mon cœur, à ma tête, qui tenaient compte de ma sensibilité. Même cette couleur mauve où je fais une fixation, ils étaient complices de cela. Le premier à m'avoir offert l'améthyste, c'était mon grand-père dans un collier. Donc, ces petites douceurs, ils les cultivaient parce que ça me réconfortait. Et je pense que c'était leur manière de me consoler de mon absence de père et de mère. Oui. Et je trouve qu'ils l'ont très bien fait. Mon grand-père, il vaut 12 pères. Ma grand-mère, c'est mieux que 12 mamans réunies. Et donc, j'ai eu la chance de ma vie d'avoir eu ces deux-là. Et je voulais le dire dans ce livre. La vie des morts consiste à survivre dans la mémoire des vivants. C'est Cicéron. Et c'est vrai qu'ils survivent. Ils sont là. Oui, mais je dis ça, que c'est un message universel. Oui, c'est Cicéron. Et je demande, personne n'ose contredire ce docteur romain. Il est trop intelligent, donc personne n'ose le contredire. Et bien pourtant, moi, j'ose une objection. Je considère que les meilleurs de nos morts deviennent des veilleurs. Donc, ils ne se contentent pas de végéter dans l'antichambre de l'oubli. Ils veillent sur nous. Ils nous guident parce que leur voix résonne encore. Leur pensée nous inspire encore. Leur philosophie nous porte encore et nous redresse la colonne vertébrale. Donc, les meilleurs de nos morts, en fait, ce sont eux qui nous aident à vivre. Mon grand-père ne végète pas simplement dans ma mémoire. Non, non. C'est plutôt ma vie à moi qui consiste à tenir et vivre dans l'immortalité du souvenir de mon grand-père. Donc, c'est moi qui vis à travers lui et pas l'inverse. Merci. Merci pour ce sourire, hein, Fatou Diom. À chaque fois que vous venez sur ce plateau, c'est un événement. Je passerai l'idée Merci, des millions de spectateurs qui vous suivent et qui suivent à chaque fois que je vous reçois. C'est toujours des records d'audience. Aucune nuit ne sera noire. C'est le nouveau roman de Fatou Diom chez Albin Michel. C'est certainement peut-être l'un de vos plus beaux livres, Fatou. Merci infiniment d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.